Regardez bien cette maison, ces colonnes de marbre blanc, ces vitres teintées qui reflètent le soleil couchant, et son jardin à $1 million. Pour le monde entier, c'est le symbole de la réussite de la famille Daniels. Pour moi, c'est un monument érigé sur des mensonges et des trahisons. Dans moins de 10 minutes, cette villa ne sera plus qu'un tas de gravats. Beaucoup me diront que je suis fou. On ne détruit pas un héritage de famille, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette famille a essayé de me détruire en premier. Ils m'ont jeté à la rue par une nuit d'orage, avec pour seul bagage une boîte en fer rouillé et le mépris de ceux qui partageaient mon sang. Ils pensaient que le testament qu'ils avaient falsifié était leur bouclier. Ils ont oublié une règle fondamentale de la guerre. Ne laissez jamais en vie quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Pour comprendre comment j'en suis arrivé à détruire mon propre héritage, il faut remonter 10 ans en arrière. À l'époque où je croyais encore que l'amour familial était plus fort que l'avidité. Si vous avez déjà été trahi par votre propre sang pour une question d'argent, laissez un jet d'osmose en commentaire. Je lis tout. Abonnez-vous car justice va être rendue. Avant de devenir un champ de bataille, cette maison était un sanctuaire. Mon père, Thomas, n'avait pas seulement bâti des murs de pierre, il avait insufflé une âme à cet endroit. Je me souviens des dimanches après-midi où l'odeur du jasmin se mélangeait à celle du barbecue sur la terrasse. Mon père était un géant aux yeux rieurs. Il disait toujours, « Décira, une maison n'est rien si elle n'est pas remplie de bruit. » Et du bruit, il y en avait. Il jouait du piano dans le grand salon, même s'il jouait souvent faux, ce qui nous faisait hurler de rire. La villa respirait le bonheur, la sécurité et une forme de générosité que je pensais éternelle. À cette époque, Evelyne n'était qu'une présence élégante et discrète. Elle souriait, elle organisait des dîners parfaits. Mes demi-sœurs, Tiffany et Chloé, n'étaient encore que des adolescentes gâtées, mais l'autorité bienveillante de mon père les tenait en respect. Il y avait une règle tacite dans cette maison, on se soutenait. Mon père m'emmenait souvent sur ses chantiers, il me montrait comment on posait les fondations d'un immeuble. « Regarde bien, mon fils, me disait-il en pointant le sol boueux. Le secret d'un empire ne se voit pas, il est caché dans les fondations. Si la base est solide, rien ne peut faire s'écrouler le sommet. » Je ne savais pas encore à quel point cette phrase allait devenir ma bouée de sauvetage. Puis, l'hiver est arrivé. Pas seulement dans le jardin, mais dans les poumons de mon père. La maladie n'a pas frappé à la porte, elle s'est infiltrée comme une moisissure. Les rires au piano ont été remplacés par des quintes de toux qui résonnaient dans les couloirs de marbre. Le jazz a laissé place au silence oppressant des infirmières qui défilaient. Et c'est là, dans ce silence, que les masques ont commencé à se fissurer. Le changement chez Evelyne a été subtil, puis terrifiant. Elle a cessé d'appeler les médecins pour demander des nouvelles et a commencé à appeler les banquiers pour demander des soldes de compte. Elle a fait changer les serrures des armoires de bureau. Un jour, j'ai surpris Tiffany et Chloé dans le dressing de mon père, en train d'essayer ses montres de luxe et de se disputer pour savoir laquelle se vendrait le mieux sur le marché de l'occasion. Il était encore vivant à l'étage, luttant pour chaque bouffée d'oxygène, et elles étaient déjà en train de depser son cadavre. Je passais 18 heures par jour dans sa chambre. Je lui tenais la main. Je lui parlais de nos futurs projets, même si je savais qu'il n'y en aurait plus. Une nuit, alors que je pensais qu'il dormait, je l'ai entendu murmurer à Evelyne, qui était debout au pied du lit, sombre comme un corbeau. « Evelyne, assure-toi que Décira est sa part. Il a tant travaillé avec moi, » disait-il d'une voix brisée. Evelyne a simplement ajusté son collier de perles sans une once d'émotion dans les yeux. Elle a répondu d'une voix que je n'oublierai jamais. « Ne t'inquiète pas pour ton fils, Thomas. Il aura exactement ce qu'il mérite. » Le ton n'était pas d'une promesse, mais celui d'une sentence. Quelques jours avant la fin, mon père a profité d'un moment où Evelyne était au téléphone avec un agent immobilier pour me faire signe de m'approcher. Il tremblait. Il m'a donné une petite clé plate, cachée dans un mouchoir. « Décira,
Écoute-moi bien. Le garage, le 3e pilier. Sous la plaque d'égout décorative, il y a un coffre étanche. Elles vont essayer de tout te prendre. Elles pensent que j'ai tout mis dans le testament officiel, mais j'ai gardé le plus précieux pour toi. Ne l'ouvre pas tant que tu n'es pas au plus bas, tant que tu n'as pas besoin de justice. Il a fermé les yeux, épuisé par cet effort. L'enterrement ne fut pas un adieu, ce fut une audition. Evelyne avait tout orchestré pour paraître la veuve éplorée devant les partenaires d'affaires de mon père. Elle portait une voilette en dentelle noire qui valait plus cher que ma voiture, et elle tenait un mouchoir en soie qu'elle tamponnait sur ses joues parfaitement sèches. À ses côtés, Tiffany et Chloé ne pouvaient s'empêcher de regarder leur téléphone, vérifiant sans doute les likes sur leurs photos de tenue de deuil. Pendant que le prêtre parlait de générosité et de famille, je sentais leur regard peser sur moi. Ce n'était pas de la pitié, c'était l'évaluation d'une menace. Elles me regardaient comme on regarde un insecte que l'on s'apprête à écraser sous sa botte de luxe. Une fois la dernière poignée de terre jetée sur le cercueil, Evelyne s'est approchée de moi. Elle n'a pas mis sa main sur mon épaule pour me consoler, elle a simplement murmuré « La lecture est à 15 heures. Ne sois pas en retard, on n'aime pas faire attendre les gens importants. » Nous étions tous réunis dans le grand bureau, là où mon père prenait ses décisions les plus importantes. Maître Vasseur, l'homme qui avait déjeuné à notre table pendant 20 ans, semblait soudain avoir vieilli de 10 ans. Il transpirait, ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le dossier rouge. Conformément aux dernières volontés de M. Thomas Daniels, révisées il y a 2 semaines, commença-t-il d'une voix monocorde, mon cœur a manqué un battement. Révisé? Mon père était déjà sous morphine il y a 2 semaines. Il pouvait à peine signer son nom, encore moins comprendre un document juridique complexe. J'ai levé les yeux vers Evelyne. Elle fixait le notaire avec un sourire imperceptible, le sourire d'un marionnettiste qui admire son travail. Le verdict est tombé comme un coup près. La villa, les comptes à l'étranger, les parts majoritaires de la société de construction, tout revenait à Evelyne Daniels. Tiffany et Chloé Daniels recevaient chacune un fonds fiduciaire de plusieurs millions. Et moi, à mon fils, Désirat, je lègue la somme de 5 000 € à titre de solde de tout compte, ainsi que ses effets personnels qui devront être retirés de la propriété Daniels sous 48 heures. Le silence qui a suivi était plus bruyant qu'un cri. J'ai regardé Maître Vasseur. « Vous savez que c'est faux », ai-je dit, ma voix n'étant plus qu'un sifflement de rage. « Vous savez qu'il n'aurait jamais fait ça. » Vasseur a baissé les yeux sur ses papiers. Les signatures sont authentifiées, je ne peux rien faire. C'est là que Tiffany a pris la parole. Elle s'est levée, s'est approchée de moi et a posé une main faussement affectueuse sur mon bras. « Oh, ne fais pas cette tête, frérot. 5 000 € c'est énorme. Tu pourras t'acheter des vêtements qui ne viennent pas de chez Monoprix pour une fois. Et un homme est fait pour s'en sortir seul. » Par contre, pour les 48 heures, maman a changé d'avis. On a une fête prévue demain soir pour célébrer, enfin, pour honorer la mémoire de papa. Tes cartons sont déjà dans l'entrée. Tu pars ce soir. J'ai regardé Evelyne. Tu savais qu'il était mourant. Tu l'as forcé à signer. Evelyne a ramassé son sac à main, s'est lissé la robe et m'a regardé avec un mépris total. Thomas a enfin compris que tu n'étais qu'une employée zélée, pas un héritier. Les affaires restent dans la famille Désirat Daniels, et tu n'en fais plus partie. Les gardes t'accompagneront. Les gardes m'ont suivi comme si j'étais un criminel. Ils sont restés plantés là, sous le porche, croisant les bras pendant que je chargeais mes 2 pauvres valises dans ma vieille voiture. Mais j'avais un dernier arrêt à faire. J'ai prétexté avoir oublié des outils dans le garage. Les gardes ont grogné, mais m'ont laissé 2 minutes. Le garage était immense, rempli de voitures de sport que mon père ne conduisait plus. J'ai couru vers le 3e pilier, là où l'odeur d'huile et de pneus neufs était la plus forte. Mes doigts tremblaient. J'ai trouvé la plaque d'égout décorative. Elle était lourde, glacée. En dessous, dans une cavité creusée dans le béton, il y avait cette boîte. Une boîte en fer gris, banale, scellée par un verrou à code. Je l'ai glissée sous mon manteau juste au moment où un garde entrait. « C'est bon, j'ai ce qu'il me faut », ai-je dit d'une voix blanche. En passant devant le portail, j'ai vu Tiffany à la fenêtre de ma chambre. Elle me faisait un signe d'adieu ironique avec son verre de vin. Elle pensait que je partais avec mes souvenirs. Elle ne savait pas que j'emportais la mèche qui allait faire sauter leur empire.
J'ai conduit pendant des heures, sans but, jusqu'à ce que l'essence vienne à manquer. Je me suis garé sur un parking de motel miteux à la lisière de la ville. C'est là, dans cette chambre qui sentait le tabac froid et le désespoir, que j'ai posé la boîte sur le lit. Je me souvenais des paroles de mon père. « N'ouvre pas tant que tu n'as pas besoin de justice. » J'y étais. J'avais perdu mon nom, mon foyer et ma famille. J'ai composé le code, la date de naissance de ma mère, la seule femme que mon père ait vraiment aimée. Le clic métallique a résonné comme un coup de feu dans la chambre vide. À l'intérieur, je m'attendais à des liasses de billets ou à des bijoux, mais ce que j'ai trouvé était bien plus puissant. C'était un épais dossier de documents jaunis et une clé USB cryptée. En parcourant les pages, mes larmes ont cessé de couler. J'ai ressenti un froid glacial, une détermination que je n'avais jamais connue. Mon père n'était pas seulement un bâtisseur, c'était un homme prévoyant. Il savait ce qu'Evelyn complotait depuis des années. Dans ce dossier, il y avait l'acte de propriété original du terrain. Evelyn avait falsifié le testament pour obtenir la maison et l'entreprise, mais elle avait fait une erreur de débutante. Dans notre pays, on peut posséder les murs, mais si vous ne possédez pas le sol, vous ne possédez rien. Mon père avait acheté le terrain au nom d'une société écran dont j'étais l'unique héritier légal depuis mes 18 ans. Un montage financier complexe, indétectable pour une femme comme Evelyn. Chaque seconde qu'elle passait dans cette villa, elle squattait mon terrain. Chaque centime que l'entreprise générait était techniquement dû à ma société foncière. J'ai refermé la boîte. Je n'allais pas les attaquer tout de suite. Si je le faisais maintenant, elles auraient eu le temps de se retourner. Non. J'allais attendre, j'allais les laisser s'endetter, agrandir la maison, dépenser l'argent qu'elles pensaient avoir volé, j'allais disparaître, changer de vie et revenir 10 ans plus tard pour réclamer mon dû avec les intérêts. Le plan était simple, je n'allais pas seulement reprendre ma part, j'allais tout raser. Car, comme elles disent, je suis un self-made et devrais pouvoir m'en sortir. Ce soir-là, dans cette chambre de motel miteuse, l'homme qui cherchait l'approbation de sa famille n'existait plus. À sa place, un fantôme était né. Un fantôme qui allait passer chaque seconde des 10 prochaines années à hanter les fondations de cette maison. Evelyn, Tiffany et Chloé pensaient avoir gagné. Elles célébraient déjà leur fortune dans mon salon, ignorant que sous leurs pieds, le sol leur appartenait déjà de moins en moins. Mais comment un homme avec 5 000 € en poche est-il devenu le propriétaire de tout un quartier? Et quel a été le moment exact où Evelyn a compris que son empire de mensonges allait s'effondrer? La réponse se trouve dans la partie 2. Le retour de l'héritier approche et la démolition ne fait que commencer. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être là quand le premier mur tombera. La vengeance est un plat qui se mange très froid.